C'était un joueur invétéré. Il voulait toujours jouer et c'était tout ou rien. Une fois, peu de temps avant que la guerre n'éclate, Göring lui a dit « Nous allons bien arrêter un jour de jouer le tout pour le tout ». Il a alors répondu « Nous avons toujours joué le tout pour le tout et je continuerai à jouer le tout pour le tout ». Quand on regarde froidement les images de cette époque-là, ça nous semble tout simplement grotesque. Oui, c'était complètement grotesque. Ce que Hitler appelait du courage, c'était à vrai dire la psychose d'un fou qui jouait le tout pour le tout. Il y a comme ça des gens qui aiment prendre les plus grands risques pour le seul plaisir de ressentir des émotions fortes. Ce n'était donc certainement pas un réaliste. Bei Diktaten wirken wir nicht mit. Jemand muss in Deutschland kommen und muss sagen, den Frieden wollen wir, aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab. Und die Entbehrung akzeptieren wir nicht. Au milieu des années 30, Hitler est au zénith de son pouvoir. Un pouvoir qu'il a conquis par le chantage. Il a fait pression sur son propre parti et en a pris la tête. Il a dupé Hindenburg, le président du Reich, qui l'a nommé chancelier. Il a séduit les Allemands et est devenu leur tyran. Désormais, ce sont les autres peuples qu'il va duper et oppresser, en revêtant l'habit d'un ange de la paix qui ne semble poursuivre qu'un seul objectif, lever les lourdes contraintes du traité de Versailles. Ihr müsst heute vor die Welt treten, mit mir und hinter mir, und müsst ihr feierlich erklären, wir wollen nichts anderes als Friede, wollen nichts anderes als Ruhe, wollen nichts anderes als uns unseren Aufgaben widmen können, wollen aber auch nichts anderes als unser gleiches Recht und lassen uns nicht unsere Ehre von irgendjemand wegnehmen. Das deutsche Volk ist nicht mehr das Volk der Ehrlosigkeit, der Schande, der Selbstzerfleischung, der Kleinmütigkeit und Kleingläubigkeit. Nein, Herr, das deutsche Volk ist wieder stark geworden in seinem Geiste, stark in seinem Willen, stark in seiner Beharrlichkeit, stark im Ertragen aller Opfer. Herr, wir lassen nicht von dir, nun segne unseren Kampf um unsere Freiheit und damit um unser deutsches Volk und Vaterland. Je crois qu'Hitler n'était pas tout à fait normal. Je pense même qu'il était anormal. Son anormalité était certainement quelque chose d'exceptionnel. Et pourtant, tout ce qui est anormal dans le pays continue de sembler normal aux Allemands. Hitler rompt le traité de Versailles. Il introduit le service militaire obligatoire et forme une armée de terre de 36 divisions, une flotte suffisamment forte et une armée de l'air, prête au combat. De l'étranger ne s'élèvent que de molles protestations. Hitler fait une pause. Mais au printemps 1936, il tente son second coup d'éclat. Il envoie 30 000 hommes dans la zone démilitarisée de la Rhénanie. À ce moment-là, il est évident qu'Hitler ne respecte plus le traité de Versailles. Pourtant, les puissances occidentales ne manifestent aucune réaction. Elles se contentent d'observer le déroulement des opérations.
Elles voient en Hitler un combattant de la première heure de la Russie bolchevique, mais elles perdent ainsi une bonne occasion de stopper militairement cet ange de la paix qui vient d'Allemagne. Le moment où Hitler a vraiment joué le tout pour le tout, c'était, je crois, le jour de l'occupation de la Rhénanie. Les puissances occidentales auraient pu saisir cette occasion pour le renverser. À ce moment-là, elles en avaient vraiment la possibilité. Mais il n'en fut rien. Neurath, le ministre des Affaires étrangères, était le seul à dire à l'époque « Monsieur Hitler, vous pouvez tenter cela. Il ne se passera rien. » Et par la suite, j'ai souvent entendu le récit d'Hitler sur cette journée. Tous mes généraux avaient la trouille, seul Neurath, cet habile Souabe, me dit alors « Monsieur Hitler, vous pouvez tenter cela. » Sur le chemin du retour, le maître de l'Allemagne, triomphant et soulagé de l'indécision de ses adversaires après son coup d'éclat en Rhénanie, confie à ses collaborateurs « Comme je suis content. Mon Dieu, comme je suis content que tout se soit déroulé sans la moindre difficulté. Oui, le monde appartient à celui qui prend des initiatives. Dieu l'aide. » Il demande à entendre le prélude de Parsifal de Wagner. Il se met à méditer. Je fonde ma religion sur Parsifal, sans humilité aucune, car c'est uniquement en habit de héros que je peux servir Dieu. Déjà dans Mein Kampf, Hitler a précisément décrit ses intentions. La ligne directrice de sa politique, qu'il répète inlassablement depuis 1933, ne vise pas uniquement à annuler le traité de Versailles. Il veut bien plus. Son but est de conquérir par la force et la violence des territoires et de créer ainsi un grand Reich purifié des Juifs. De toute évidence, peu de gens ont lu et compris son livre. À cette époque, Konrad Hayden, le biographe d'Hitler, écrit sur lui « Là où Hitler voit des perspectives, il y a toujours une guerre en vue. Cet homme peut-il seulement exister sans détruire le monde ?» Il avait un côté génial, c'est indéniable, mais c'était un génie du mal. Enivré par ses succès à l'Ouest, Hitler prépare l'objectif qui lui tient le plus à cœur, la conquête de l'espace vital à l'Est. Pour régler la question de l'espace allemand, le seul moyen qui existe est d'avoir recours à la violence, proclame-t-il lors d'une conférence à huis clos, sans rencontrer de contradiction majeure de la part de ses généraux. Le premier pays frontalier à se trouver dans son collimateur, l'Autriche. Mais pour atteindre l'Autriche, Hitler doit passer avant tout un accord avec l'Italie fasciste. Il cherche donc à obtenir les bonnes grâces de Benito Mussolini, le duce extraverti. Che nell'apparato economico del mondo contemporaneo. Un personnage étrange, ce duce. Ses attitudes, ses mimiques font de lui à la fois un tribun du peuple et un comédien. Les discours de Mussolini, de véritables pièces de théâtre. Realizzare concretamente la nostra civiltà economica, che è lontana dalle aberrazioni monopolistiche del bolscevismo,
ma anche dalle insufficienze stradocumentate dell'economia liberale. Mussolini semble avoir bien des points communs avec le dictateur allemand. Une soif de pouvoir et de grandeur, une certaine irritabilité, un cynisme manifeste et des attitudes très théâtrales. Peu à peu, les deux hommes ressentent de la sympathie l'un pour l'autre, tout en gardant une pointe de méfiance. Pourtant, Hitler soutient la campagne d'Éthiopie que son nouveau partenaire vient de mener et reçoit en échange la récompense tant désirée. Mussolini retire sa protection à l'Autriche. Hitler en profite pour exercer plus de pression encore sur Schuschnigg, le chancelier fédéral autrichien, qui cherche désespérément des alliés. Mais ni l'Angleterre ni la France ne consentent à lui prêter main forte. Schuschnigg se voit donc obligé de lutter seul. Maßgebend muss bleiben der feste Wille des österreichischen Volkes und die unabänderliche Überzeugung seiner verantwortlichen Führung, dass unser Österreich Österreich bleiben muss. Tod! Rot, weiß, rot! Les nationaux socialistes ne sont pas encore représentés au Parlement autrichien. Et pourtant, on les voit partout dans les rues, malgré tous les mots d'ordre pour les combattre. Le cercle autour de Schuschnigg se réduit. Hitler attend Schuschnigg chez lui, sur le mont Obersalzberg. C'est dans ce décor idyllique des montagnes qu'a lieu un entretien beaucoup moins idyllique. Hitler, dont on se souvient qu'il est autrichien, fait pression sur Schuschnigg, qui est à vrai dire un compatriote. Il exige que les nationaux socialistes aient les mains libres. Il exige surtout la nomination de Seyss-Inquart, le chef des nazis autrichiens, au poste de ministre de l'Intérieur. Hitler impose un délai de 7 jours à Schuschnigg et lui lance en le jetant dehors « N'allez pas croire que vous pourrez me retenir ne serait-ce qu'une demi-heure. Qui sait, j'aurais peut-être atteint Vienne en un éclair comme la tempête du printemps. Alors vous verrez ce que vous allez vivre. » Les nationaux socialistes se mobilisent en Autriche. Enfin, ils peuvent se montrer au grand jour. Schuschnigg rejette les revendications d'Hitler et tente d'organiser un référendum. Il veut prouver que ce n'est pas Hitler que les Autrichiens suivent, mais bien lui. Cependant, il subit une forte pression de Berlin qui le contraint à abandonner ses projets. Pressé par Göring, Hitler menace Schuschnigg d'envoyer ses troupes sur le sol autrichien. Rien ne peut plus stopper la marche des nationaux socialistes en Autriche. C'est maintenant ou jamais. Ils veulent le pouvoir à tout prix. À Vienne, ils occupent la chancellerie. Schuschnigg cède à la pression de l'extérieur et de l'intérieur et annonce sa démission. Comme Hitler le souhaitait, Seyss-Inquart devient le nouveau chancelier autrichien. Puis Hitler se rend lui-même en Autriche. Le 12 mars 1938, il franchit la frontière près de Braunau, sa ville natale. À ce moment-là, il n'a pas encore élaboré de projet pour l'avenir de l'Autriche. C'est seulement à l'arrivée d'Hitler en Autriche que la foule explose, que tous ces gens l'accueillent avec tellement de joie que lui-même n'y a certainement pas cru au début. À bord d'une voiture décapotable, il traverse plusieurs villes autrichiennes. La foule lui réserve un accueil triomphal. Au bout de 4 heures, il atteint Linz, la ville de son enfance et de son adolescence. Mich, einst aus dieser Stadt heraus,
zur Führung des Reiches berief, dann muss sie mir damit einen Auftrag erteilt haben. Und es kann nur ein Auftrag gewesen sein, meine teure Heimat dem Deutschen Reich wiederzugeben. À Linz, cela a été une explosion de joie indescriptible. Mais avant de partir en Autriche, une chose étrange s'était produite. Hitler, qui ne voulait pas encore occuper l'Autriche, il voulait seulement imposer un gouvernement national-socialiste en Autriche, se dit alors « Toutes les nouvelles d'Angleterre et de France sont bonnes, et au fond, rien ne menace de ce côté-ci. Et puis les Russes ne peuvent rien faire non plus. Pourquoi ne tenterais-je pas l'Anschluss de l'Autriche maintenant ?» C'est alors qu'il a rassemblé toutes ses affaires et que nous avons pris la route de Vienne. Vienne, rêve de sa jeunesse, la ville haïe qui l'avait humilié. Les scènes qui se déroulent sur la Heldenplatz procurent à cet ancien sans logis une grande satisfaction personnelle. Deutsche Männer und Frauen, in wenigen Tagen hat sich innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft eine Umwälzung vollzogen, die wir heute wohl in ihrem Umfang sehen, deren Bedeutung aber erst spätere Geschlechter ganz ermessen werden. Ich proklamiere nunmehr für dieses Land seine neue Mission. Sie entspricht dem Gebot, das einst die deutschen Siedler aus allen Gauen des Altreichs hergerufen hat. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des deutschen Raums. Nous savons bien que l'Autriche, après la Première Guerre mondiale, fut appelée l'Autriche allemande. Il y a donc toujours eu des aspirations pan-germanistes. Mais il y avait déjà une très forte opposition. Et je dirais que 50% de la population était pour, et 50% contre. Mais il ne faut pas oublier que les nazis avaient déjà pris le pouvoir, avant même que les troupes d'Hitler n'entrent en Autriche. Les premières personnes qui ont été envoyées dans les camps de concentration ont été arrêtées bien avant que les frontières soient ouvertes. Je ne peux pas dire que tous les Autrichiens souhaitaient Hitler à ce moment-là. Mais il a su faire passer la minorité qui l'acclamait pour la majorité. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Comme beaucoup d'autres, comme des centaines de milliers de personnes, j'exultais à l'époque. J'avais des larmes de joie. Je pensais qu'une nouvelle époque, une ère glorieuse allait commencer. Les traités de paix qui avaient fait du grand empire austro-hongrois un petit pays de 7 millions d'habitants étaient anéantis d'un coup. J'étais infiniment heureux comme rarement je l'ai été dans ma vie. Et c'était aussi le cas des journalistes à l'époque. Et de M. Renner aussi, qui sera plus tard le chancelier de l'Autriche. Nous étions tous très enthousiastes, même le cardinal de Vienne. Tous les évêques avaient signé de leur plein gré pour l'Anschluss. Et ils avaient même écrit dans leur déclaration « Nous sommes pour, c'est notre propre opinion que nous donnons volontairement et sans pression aucune ». À l'époque, il régnait un tel sentiment de bonheur, c'était presque une fraternisation de tous les partis autrichiens, à l'exception du parti de Schuschnigg et de Dollfuss, ce qui représentait dans le meilleur des cas environ 20% de la population. Mais je dois avouer que mes parents en faisaient partie. Dans l'ivresse des sentiments, les actes de violence passent inaperçus. Mais avec Hitler, c'est la barbarie qui fait son apparition. Les victimes sont surtout des juifs et des opposants à l'Anschluss. Des centaines de personnes se donnent la mort. Quelle est la part de mise en scène dans toute cette joie, ces cris et ces larmes? Et quelle est la part de passion spontanée? La foule en liesse fait Hitler comme le triomphateur de Bismarck. Mais la raison n'est plus maître. Les mots d'ordre appellent le peuple autrichien à nourrir le sourd désir de se sentir fraternel avec les Allemands.
l'oppresseur des peuples joue le rôle de sa vie, le grand homme qui vient d'écrire la dernière page de l'histoire allemande. Les puissances occidentales se montrent inquiètes après l'Anschluss de l'Autriche, mais n'envisagent toujours pas de lancer une action militaire. Le dictateur va profiter de leur indécision. Hitler veut que le peuple autrichien dise oui à l'Anschluss. Bien qu'il apparaisse tout à fait évident qu'il obtiendra les 99% habituels, il mène une campagne électorale intensive. Diese Bewegung aber und dieses heutige Deutschland, sie sind beide mein Werk. Ich habe dieses Reich so lieb gewonnen. Und da wundert sich jemand, dass dann bei mir auch die Sehnsucht lebend war, diesen teuersten Reich, meine eigene Heimat einzufügen. Dieses Land und dieses Volk kommt nicht zum Reich in einer demütigenden Rolle. Ich selber führe euch ein. L'Autriche a été une partie facile pour lui, ce qui l'encourage à tenter un nouveau coup, s'emparer des Sudètes. Konrad Inlein, le chef du parti allemand des Sudètes, joue le cheval de Troie dans le plan d'Hitler. Du gouvernement de Prague, il exige l'autonomie du territoire tchèque où vivent 3 millions d'Allemands. Sur le mot d'ordre « Rattachons-nous au Reich », de grands rassemblements sont organisés. Sur les ordres d'Hitler, Inlein pose des revendications de plus en plus précises. La propagande fait Hitler comme le sauveur des Allemands des Sudètes. Ceci ne représente pour lui qu'un moyen de parvenir à ses fins, car il nourrit d'autres desseins. C'était sa mission, celle dont il était persuadé et à laquelle il s'était préparé. Et il faut bien parler de mission, car dans ses discours, le terme de providence revenait sans cesse. Il était convaincu qu'il avait été envoyé par la Providence pour libérer le peuple allemand, pour lui donner ou pour conquérir avec lui ce qui lui revenait. D'où ce gigantesque programme d'expansion qu'il ne pouvait réaliser sans la guerre. Hitler amène la crise tchécoslovaque à son paroxysme. Ma décision est irrévocable. Dans un avenir proche, j'anéantirai la Tchécoslovaquie par une action militaire, annonce-t-il en fixant la date du 1er octobre 1938. Les puissances occidentales pressent Édouard Beneš, le président de la Tchécoslovaquie, de parvenir à des compromis avec Hitler.
Les Français et les Britanniques misent sur la politique de l'appeasement, plutôt l'apaisement que la guerre. Ils veulent défendre la paix pour pouvoir gagner du temps. Mais Hitler n'a pas de temps à perdre. Ich bin Nationalsozialist und als solcher gewohnt, gegen jeden Angreifer sofort zurückzuschlagen. Herr Benesch hat diesen Sudetendeutschen keine Geschenke zu geben. Sie haben das Recht, ein eigenes Leben zu beanspruchen, genauso wie jedes andere Volk. Die Deutschen in der Tschechoslowakei sind weder wehrlos noch sind verlassen. Das wollen wir. Je ne veux imposer à personne de lire Mein Kampf, car ce livre est si mal écrit que toute personne qui connaît un peu la grammaire et la littérature allemande souffre terriblement en lisant ce livre. Je suis fermement convaincu qu'il l'a écrit d'une traite sans le corriger. Mais quand on le lit, il apparaît tout à fait évident que cet homme allait entraîner le pays dans la guerre, d'une manière ou d'une autre. Certainement Hitler était un risque-tout. Mais il avait une tactique bien au point. Nous avons vu cela à la manière dont ces négociateurs allemands ont procédé dans les Sudètes au cours de la crise de 38, peu de temps avant septembre 38. Sa tactique était la suivante. Il ne posait au début que de petites exigences. Et une fois qu'elles étaient satisfaites, il posait d'autres conditions, mais plus lourdes encore que les premières. C'était également la tactique que le parti allemand des Sudètes a utilisée dans les négociations avec le gouvernement tchécoslovaque au cours de l'année 1937-1938. Chaque fois que le gouvernement tchécoslovaque disait « Nous acceptons cette revendication », les Allemands des Sudètes renchérissaient aussitôt. Leur but était d'empêcher la réalisation de tout accord. C'était la directive de Berlin. Le discours d'Hitler provoque des troubles sanglants dans les Sudètes. Le gouvernement tchécoslovaque proclame l'état d'urgence. Alors que la guerre semble déjà inévitable, les événements prennent un cours surprenant. Chamberlain, le Premier ministre britannique, est prêt à se rendre sur le lieu souhaité par Hitler pour ouvrir des négociations avec lui. I'm going to meet the German Chancellor because the situation seems to me to be one in which discussions between him and me may have useful consequences. My policy has always been to try to ensure peace, and the Führer's ready acceptance of my suggestion encourages me to hope that my visit to him will not be without result. À 69 ans, il prend pour la première fois l'avion et s'envole vers l'Allemagne. Après un voyage qui dure 7 heures, il arrive enfin sur le mont Obersalzberg. D'emblée, Hitler exige les Sudètes, en se réclamant du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 300 Allemands des Sudètes ont été tués, prétend Hitler. Il faut régler cela au plus vite. Chamberlain ne s'engage pas sur le champ, il veut délibérer avec son cabinet à Londres. À peine a-t-il quitté le sol allemand qu'Hitler aggrave la crise. Il ordonne à Heinlein de former des corps francs avec les Allemands des Sudètes et d'occuper les villes d'Eger et d'Asch. La presse se fait l'écho de la campagne d'actes abominables qui s'ensuit.
Hitler procédait toujours de la même manière. Il faisait éclater les crises le samedi parce qu'il supposait que les Anglais jouaient au golf le samedi. Et il ne changeait absolument rien à cette tactique. Au moment de la crise des Sudètes, nous faisions une plaisanterie au ministère des Affaires étrangères. Nous disions, « Mon Dieu, revoilà déjà cette petite vieille de souche allemande qui veut à tout prix être rattachée au Reich sous les coups de crosse des soldats barbares. » C'est ici, sur le mont Obersalzberg, dit Hitler, que mes pensées mûrissent. Ses pensées se sont focalisées sur la guerre. Il va bientôt atteindre l'âge de 50 ans. C'est maintenant qu'il veut sa guerre, cette année. Pourtant, il ne soupçonne pas encore que les puissances occidentales sont déjà disposées à céder à sa pression. Le loup veut qu'on lui serve l'agneau, la Tchécoslovaquie, sur un plateau d'argent. Le 21 septembre 1938, je crois, le gouvernement tchécoslovaque a fait savoir qu'il acceptait les revendications de l'Ouest. Aussitôt, des milliers de personnes se sont rassemblées. Moi-même, j'ai pris part à une marche de la population en direction du château de Ratchin, en scandant le slogan « Nous voulons des armes, nous voulons reprendre celles que nous avons payées ». Le lendemain a eu lieu le plus grand rassemblement que la Tchécoslovaquie ait jamais connu devant le Parlement de l'époque, le Rudolfinum. Là, on a exigé du gouvernement qu'il renonce, qu'il démissionne et qu'un nouveau gouvernement élu par le peuple soit formé pour défendre le pays. Et de nouveau, Chamberlain rencontre Hitler, cette fois-ci à Bad Godesberg. European peace is what I am aiming at, and I hope that this journey may open the way to get it. Chamberlain apporte à Hitler un cadeau inespéré. La Grande-Bretagne, la France et la Tchécoslovaquie consentent à céder les Sudètes à l'Allemagne. À son grand étonnement, Hitler n'accepte pas cette offre et se montre plus exigeant encore. Maintenant, il revendique les territoires tout de suite et refuse toute consultation avec la Tchécoslovaquie. Le gouvernement de Prague rejette les revendications d'Hitler et mobilise 1 million d'hommes. Le cabinet britannique ne semble pas vouloir céder à la pression. La France ordonne la mobilisation générale et assure son soutien militaire à la Tchécoslovaquie. Hitler joue encore une fois le rôle du maître chanteur. Il fixe à Beneš, le président de la Tchécoslovaquie, un dernier délai. Celui-ci a 2 jours pour accepter les revendications d'Hitler. Vor uns das letzte Problem, das gelöst werden muss und gelöst werden wird. Es ist die letzte territoriale Forderung, die ich in Europa zu stellen habe, aber es ist die Forderung, von der ich nicht abgehe und die ich fordere durch will. Ich habe Herrn Beneš ein Angebot gemacht. Es ist nichts anderes als die Realisierung dessen, was er selbst schon zugesichert hat. Er hat jetzt in seiner Hand Frieden oder Krieg. Er wird entweder dieses Angebot jetzt akzeptieren und den Deutschen endlich die Freiheit geben, oder wir werden diese Freiheit uns jetzt holen. Wir sind entschlossen. Herr Beneš mag jetzt wählen. En fait, M. Beneš n'a pas le choix. Et pourtant, Hitler est obligé de constater que les Allemands sont tout
sauf enthousiasmé par la perspective d'une guerre. Il y a une chose qu'il ignore. Un groupuscule de conspirateurs influents projette de faire un coup d'État quand il donnera l'ordre d'attaquer la Tchécoslovaquie. Puis arrive la nouvelle qui donne encore des illusions à l'Europe. Une conférence de paix va se tenir à Munich. Par l'entremise de Mussolini, Hitler a fait des compromis. Aux côtés des deux dictateurs participent également à cette conférence Daladier pour la France et Chamberlain pour la Grande-Bretagne. Les 4 hommes sont accueillis sous les acclamations de la foule. Chamberlain semble prendre de plus en plus de plaisir à voyager en avion. C'est déjà son 3e vol vers l'Allemagne en l'espace de 3 semaines seulement. I was a little boy. I used to repeat, if at first you don't succeed, try, try, try again. That's what I'm doing. When I come back, I hope I may be able to say, as Hotspur says in Henry IV, out of this nettle danger, we pluck this flower safety. La conférence de Munich débute le 29 septembre 1938 par un accueil amical des participants. Les Allemands espèrent la paix, tandis que leur fureur continue de brandir la menace de la guerre. Ou bien la conférence apporte rapidement des solutions, ou bien ce seront les armes qui s'en chargeront, déclare Hitler catégoriquement. Les délégués tchécoslovaques ne sont pas conviés au débat. Hitler s'oppose à leur participation. Ce sera donc sans eux que les hommes d'État vont négocier le sort de la Tchécoslovaquie, préalablement réglé par un texte que Mussolini avait co-rédigé avec Göring la veille au soir. Les accords de Munich scellent définitivement, à 1h30 du matin, le sort de la Tchécoslovaquie. Ils prévoient l'occupation des Sudètes en 4 étapes. Par ailleurs, les Britanniques et les Français doivent garantir les nouvelles frontières de cet État, rétrécies comme une peau de chagrin. Le coup d'État qui était prévu contre Hitler n'a pas eu lieu. Pour les conspirateurs, c'était la dernière chance de renverser le pouvoir avant l'éclatement de la guerre. Le peuple allemand est soulagé de l'issue de la conférence. On est rentré à la maison avec le sentiment qu'au moins une solution avait été trouvée. La Tchécoslovaquie avait cédé les territoires frontaliers, où vivaient des Allemands, où l'on parlait allemand, dans la paix. On avait ainsi évité la guerre. C'était le sentiment de soulagement qui dominait à l'époque. De retour à Paris, Daladier s'attend à de violentes protestations de la part de ses compatriotes. Et pourtant, il est fêté comme le héros qui a su sauver la paix. Tandis que la foule l'acclame, il chuchote à l'un de ses collaborateurs, s'il savait, ces idiots. Chamberlain ne voit pas les accords de Munich comme une défaite. Au contraire, il pense qu'il a ainsi empêché Hitler de déclencher une guerre, tout au moins pour le moment. Il a réussi à gagner du temps pour préparer l'Angleterre. Is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. Ce fut une terrible trahison de la part de nos alliés, qui, dès la naissance de la Tchécoslovaquie, nous avaient toujours assuré qu'ils garantiraient notre indépendance, notre liberté et notre sécurité. Ils nous ont trahis. À Berlin aussi, la foule réserve à Hitler un accueil triomphal. Elle l'acclame pour une chose qu'il ne voulait pas, la paix. Au fond de lui-même, il est furieux.
Pour lui, les accords de Munich sont une vraie défaite. Ils ne se sont pas déroulés selon ses volontés, lui qui aurait voulu la guerre tout de suite et qui en a été empêché. Il a donc perdu du temps. C'est la guerre qu'il veut, le plus tôt sera le mieux. Le 3 octobre 1938, les troupes allemandes occupent les Sudètes. Quelques heures plus tard, Hitler aussi franchit la frontière encore existante. Après l'Autriche, c'est la deuxième victoire qu'il remporte. Les Allemands des Sudètes le fêtent frénétiquement comme leur sauveur. Or, les sentiments que sa venue déclenche ne sont pas seulement d'ordre politique. Bien sûr, sa personnalité aussi a fasciné beaucoup de gens. Comme beaucoup d'autres, j'ai lancé des fleurs à Hitler et j'ai versé des larmes de joie. J'ai du mal à exprimer par des mots la fascination qu'il exerçait sur nous et que nous ressentions toutes lorsque nous approchions de lui. Le fait que cette fascination ait été proche de l'irrationnel contribuait certainement à augmenter notre attirance. De tout son être émanait un rayonnement qui nous transportait. Nous ne nous sentions pas seulement séduites à titre personnel. Nous avons aussi cru qu'il était autre chose qu'un politicien et qu'il avait en quelque sorte une mission à accomplir. À ce moment-là, Hitler confie à la Gestapo la mission de purifier les Sudètes. Des centaines de milliers de Tchèques fuient leur patrie, envahis par les Allemands. La Pologne et la Hongrie s'assurent aussi une part du butin. Elles s'emparent de parcelles du territoire tchèque, le mutilant ainsi complètement. Le président Beneš démissionne 6 jours après les accords de Munich et part s'exiler en Angleterre. Le nouveau président de ce qui reste de la Tchécoslovaquie est Emil Hácha, un ancien juge. Il est nommé à un poste qui sera supprimé quelques jours plus tard. Égoïsme d'un côté et aveuglement de l'autre, faiblesse d'une part et trahison de l'autre, ce sont les données qui marquent l'histoire de cet automne 1938. Mais la victoire dans les Sudètes n'étanche pas sa soif de la guerre. Hitler veut de nouvelles victimes. Il est fermement résolu à franchir le Rubicon. L'Allemagne a-t-elle jamais signé des traités? Hitler prévoit maintenant de s'attaquer à la Bohême-Moravie. Fort du soutien de Józef Tiso, Hitler achève le dépaissement de la Tchécoslovaquie. Il contraint Tiso à séparer sa Slovaquie de la Bohême-Moravie. Autrement, menace-t-il, la Hongrie va incorporer toute la Slovaquie à son territoire. Le chantage marche.
la Slovaquie proclame son indépendance le 14 mars 1939. Hácha, le président tchèque, est convoqué le soir même à Berlin. Brisé et le cœur malade, il doit attendre des heures à la chancellerie du Reich avant qu'Hitler daigne le recevoir. Demain matin à 6 heures, les troupes de la Wehrmacht pénétreront par centaines en Bohême-Moravie, déclare Hitler. Hácha est mis en demeure d'accepter l'entrée de troupes allemandes et de dissuader son peuple de résister. Lorsque Göring le menace à son tour de bombarder Prague, il a une défaillance. Soigné par le médecin personnel d'Hitler, il reprend ses esprits. Peu avant 4 heures, il signe la capitulation de la Bohême-Moravie en demandant officiellement de l'aide à Hitler. Tandis que Hácha, victime du chantage, quitte Berlin, Hitler, dans un accès d'euphorie, court vers ses secrétaires et leur dit « Mes enfants, embrassez-moi, Hácha a signé, c'est le plus grand jour de ma vie, je suis le plus grand homme de l'Allemagne, et en tant que tel, j'entrerai dans son histoire. » À 6 heures du matin, des troupes allemandes franchissent la frontière et atteignent Prague, la capitale tchèque, 3 heures plus tard. Désormais, ce n'est plus une petite guerre. C'était une tragédie terrible. Vraiment terrible. Le 15 mars 1939, le jour de l'entrée des Allemands sur notre territoire, était un jour de pluie, de neige, et il faisait très froid. Par la radio, nous avons appris que nous étions occupés. En quelques heures, les premiers motards à bord des sidecars avaient atteint Prague, devançant les autres soldats. C'était atroce. Quand dans les rues, les gens tombaient sur ces troupes, ils poussaient des cris de désespoir et pleuraient. Même les hommes pleuraient. C'était terrible. Le même jour, Hitler entre dans la ville et passe la nuit au Ratchin. Ni l'Angleterre ni la France ne mobilisent. Je l'ai toujours su, dit-il euphoriquement. Dans 15 jours, plus personne ne parlera de cela. Dès janvier 1933, alors que je travaillais à l'époque dans une société d'assurance, j'ai dit à mes collègues allemands, Hitler, c'est le fossoyeur du peuple allemand. Hitler veut la guerre. Vous verrez, Hitler va déclencher une grande guerre. Ils m'ont alors répondu, en Allemagne, Hitler a réglé la question du chômage. Oui, mais à quel prix, leur ai-je rétorqué. Les Allemands ne connaissent pas encore le prix. Pourtant, le maître chanteur est vraiment allé trop loin. Pour la première fois, il enchaîne un peuple étranger. Le printemps commence à poindre, mais les colombes de la paix ne volent plus. À l'automne, la guerre éclatera. Seul objectif, lever les lourdes contraintes du traité de Versailles.
Freunde vor die Welt treten, mit mir und hinter mir, und müsst ihr feierlich erklären, wir wollen nichts anderes als Friede, wollen nichts anderes als Ruhe, wollen nichts anderes als uns unseren Aufgaben widmen können, wollen aber auch nichts anderes als unser gleiches Recht und lassen uns nicht unsere Ehre von irgendjemand wegnehmen. Das deutsche Volk ist nicht mehr das Volk der Ehrlosigkeit, der Schande, der Selbstzerfleischung, der Kleinmütigkeit und Kleingläubigkeit. Nein, Herr, das deutsche Volk ist wieder stark geworden in seinem Geiste, stark in seinem Willen, stark in seiner Beharrlichkeit, stark im Ertragen aller Opfer. Herr, wir lassen nicht von dir, nun segne unseren Kampf um unsere Freiheit und damit um unser deutsches Volk und Vaterland. Je crois qu'Hitler n'était pas tout à fait normal. Je pense même qu'il était anormal. Son anormalité était certainement quelque chose d'exceptionnel. Et pourtant, tout ce qui est anormal dans le pays continue de sembler normal aux Allemands. Hitler rompt le traité de Versailles. Il introduit le service militaire obligatoire et forme une armée de terre de 36 divisions, une flotte suffisamment forte et une armée de l'air prête au combat. De l'étranger ne s'élèvent que de molles protestations. Hitler fait une pause. Mais au printemps 1936, il tente son second coup d'éclat. Il envoie 30 000 hommes dans la zone démilitarisée de la Rhénanie. À ce moment-là, il est évident qu'Hitler ne respecte plus le traité de Versailles. Pourtant, les puissances occidentales ne manifestent aucune réaction. Elles se contentent d'observer le déroulement des opérations. Déjà dans Mein Kampf, Hitler a précisément décrit ses intentions. La ligne directrice de sa politique, qu'il répète inlassablement depuis 1933, ne vise pas uniquement à annuler le traité de Versailles. Il veut bien plus. Son but est de conquérir par la force et la violence des territoires et de créer ainsi un grand Reich purifié des Juifs. De toute évidence, peu de gens ont lu et compris son livre. À cette époque, Konrad Hayden, le biographe d'Hitler, écrit sur lui « Là où Hitler voit des perspectives, il y a toujours une guerre en vue. Cet homme peut-il seulement exister sans détruire le monde ?» Il avait un côté génial, c'est indéniable, mais c'était un génie du mal. Enivré par ses succès à l'Ouest, Hitler prépare l'objectif qui lui tient le plus à cœur, la conquête de l'espace vital à l'Est. Pour régler la question de l'espace allemand, le seul moyen qui existe est d'avoir recours à la violence, proclame-t-il lors d'une conférence à huis clos, sans rencontrer de contradiction majeure de la part de ses généraux. Le premier pays frontalier à se trouver dans son collimateur, l'Autriche. Mais pour atteindre l'Autriche, Hitler doit passer avant tout un accord avec l'Italie fasciste. Il cherche donc à obtenir les bonnes grâces de Benito Mussolini, le duce extraverti. Che nell'apparato economico del mondo contemporaneo
Un personnage étrange, ce Duce. Ses attitudes, ses mimiques font de lui à la fois un tribun du peuple et un comédien. Les discours de Mussolini, de véritables pièces de théâtre. Realizzare concretamente la nostra civiltà economica, che è lontana dalle aberrazioni monopolistiche del bolscevismo, ma anche dalle insufficienze stradocumentate dell'economia liberale. Mussolini semble avoir bien des points communs avec le... Ein eigenes Leben zu beanspruchen, genauso wie jedes andere Volk. Die Deutschen in der Tschechoslowakei sind weder wehrlos noch sind sie verlassen. Das wollen wir... Je ne veux imposer à personne de lire Mein Kampf, car ce livre est si mal écrit que toute personne qui connaît un peu la grammaire et la littérature allemande souffre terriblement en lisant ce livre. Je suis fermement convaincu qu'il l'a écrit d'une traite sans le corriger. Mais quand on le lit, il apparaît tout à fait évident que cet homme allait entraîner le pays dans la guerre, d'une manière ou d'une autre. Certainement Hitler était un risque-tout. Mais il avait une tactique bien au point. Nous avons vu cela à la manière dont ces négociateurs allemands ont procédé dans les Sudètes au cours de la crise de 38, peu de temps avant septembre 38. Sa tactique était la suivante. Il ne posait au début que de petites exigences. Et une fois qu'elles étaient satisfaites, il posait d'autres conditions, mais plus lourdes encore que les premières. C'était également la tactique que le parti allemand des Sudètes a utilisée dans les négociations avec le gouvernement tchécoslovaque au cours de l'année 1937-1938. Chaque fois que le gouvernement tchécoslovaque disait « Nous acceptons cette revendication », les Allemands des Sudètes renchérissaient aussitôt. Leur but était d'empêcher la réalisation de tout accord. C'était la directive de Berlin. Le discours d'Hitler provoque des troubles sanglants dans les Sudètes. Le gouvernement tchécoslovaque proclame l'état d'urgence. Alors que la guerre semble déjà inévitable, les événements prennent un cours surprenant. Chamberlain, le Premier ministre britannique, est prêt à se rendre sur le lieu souhaité par Hitler pour ouvrir des négociations avec lui. I'm going to meet the German Chancellor because the situation seems to me to be one in which discussions between him and me may have useful consequences. My policy has always been to try to ensure peace, and the Führer's ready acceptance of my suggestion encourages me to hope that my visit to him will not be without result. Les nationaux-socialistes ne sont pas encore représentés au Parlement autrichien. Et pourtant, on les voit partout dans les rues, malgré tous les mots d'ordre pour les combattre. Le cercle autour de Schuschnigg se réduit. Hitler attend Schuschnigg chez lui, sur le mont Obersalzberg. C'est dans ce décor idyllique des montagnes qu'a lieu un entretien beaucoup moins idyllique. Hitler, dont on se souvient qu'il est autrichien, fait pression sur Schuschnigg, qui est à vrai dire un compatriote. Il exige que les nationaux-socialistes aient les mains libres. Il exige surtout la nomination de Seyss-Inquart, le chef des nazis autrichiens, au poste de ministre de l'Intérieur. Hitler impose un délai de 7 jours à Schuschnigg et lui lance en le jetant dehors « N'allez pas croire que vous pourrez me retenir ne serait-ce qu'une demi-heure. Qui sait, j'aurais peut-être atteint Vienne en un éclair comme la tempête du printemps. Alors vous verrez ce que vous allez vivre. »
Les nationaux-socialistes se mobilisent en Autriche. Enfin, ils peuvent se montrer au grand jour. Schuschnigg rejette les revendications d'Hitler et tente d'organiser un référendum. Il veut prouver que ce n'est pas Hitler que les Autrichiens suivent, mais bien lui. Cependant, il subit une forte pression de Berlin qui le contraint à abandonner ses projets. Pressé par Göring, Hitler menace Schuschnigg d'envoyer ses troupes sur le sol autrichien. Rien ne peut plus stopper la marche des nationaux-socialistes en Autriche. C'est maintenant ou jamais. Ils veulent le pouvoir à tout prix. À Vienne, ils occupent la chancellerie. Schuschnigg cède à la pression de l'extérieur et de l'intérieur et annonce sa démission. Comme Hitler le souhaitait, Seyss-Inquart devient le nouveau chancelier autrichien. Puis Hitler se rend lui-même en Autriche. Le 12 mars 1938, il franchit la frontière près de Braunau, sa ville natale. À ce moment-là, il n'a pas encore élaboré de projet pour l'avenir de l'Autriche. Was einst die deutsche Siedler aus allen Gauen des Altreichs hergerufen hat, die älteste Ostmark des deutschen Volkes, soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des deutschen Reiches. Nous savons bien que l'Autriche, après la Première Guerre mondiale, fut appelée l'Autriche allemande. Il y a donc toujours eu des aspirations pan-germanistes. Mais il y avait déjà une très forte opposition. Et je dirais que 50% de la population était pour et 50% contre. Mais il ne faut pas oublier que les nazis avaient déjà pris le pouvoir avant même que les troupes d'Hitler n'entrent en Autriche. Les premières personnes qui ont été envoyées dans les camps de concentration ont été arrêtées bien avant que les frontières soient ouvertes. Je ne peux pas dire que tous les Autrichiens souhaitaient Hitler à ce moment-là. Mais il a su faire passer la minorité qui l'acclamait pour la majorité. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Comme beaucoup d'autres, comme des centaines de milliers de personnes, j'exultais à l'époque. J'avais des larmes de joie. Je pensais qu'une nouvelle époque, une ère glorieuse allait commencer. Les traités de paix qui avaient fait du grand empire austro-hongrois un petit pays de 7 millions d'habitants étaient anéantis d'un coup. J'étais infiniment heureux comme rarement je l'ai été dans ma vie. Et c'était aussi le cas des journalistes à l'époque. Et de M. Renner aussi, qui sera plus tard le chancelier de l'Autriche. Nous étions tous très enthousiastes, même le cardinal de Vienne. Tous les évêques avaient signé de leur plein gré pour l'Anschluss. Et ils avaient même écrit dans leur déclaration « Nous sommes pour, c'est notre propre opinion que nous donnons volontairement et sans pression aucune ». À l'époque, il régnait un tel sentiment de bonheur, c'était presque une fraternisation de tous les partis autrichiens, à l'exception du parti de Schuschnigg et de Dollfuss, ce qui représentait dans le meilleur des cas environ 20% de la population. Mais je dois avouer que mes parents en faisaient partie. Dans l'ivresse des sentiments, les actes de violence passent inaperçus. Mais avec Hitler, c'est la barbarie qui fait son apparition. Les victimes sont surtout des juifs et des opposants à l'Anschluss. Des centaines de personnes se donnent la mort. Quelle est la part de mise en scène dans toute cette journée? Dass dann bei mir auch die Sehnsucht leben war, diesen teuersten Reich, meine eigene Heimat einzufügen. Dieses Land und dieses Volk
kommt nicht zum Reich in einer demütigenden Rolle. Ich selber führe euch ein. L'Autriche a été une partie facile pour lui, ce qui l'encourage à tenter un nouveau coup, s'emparer des Sudètes. Konrad Inlein, le chef du parti allemand des Sudètes, joue le cheval de Troie dans le plan d'Hitler. Du gouvernement de Prague, il exige l'autonomie du territoire tchèque où vivent 3 millions d'Allemands. Sur le mot d'ordre « Rattachons-nous au Reich », de grands rassemblements sont organisés. Sur les ordres d'Hitler, Inlein pose des revendications de plus en plus précises. La propagande fait Hitler comme le sauveur des Allemands des Sudètes. Ceci ne représente pour lui qu'un moyen de parvenir à ses fins, car il nourrit d'autres desseins. C'était sa mission, celle dont il était persuadé et à laquelle il s'était préparé. Et il faut bien parler de mission, car dans ses discours, le terme de providence revenait sans cesse. Il était convaincu qu'il avait été envoyé par la Providence pour libérer le peuple allemand, pour lui donner ou pour conquérir avec lui ce qui lui revenait. D'où ce gigantesque programme d'expansion qu'il ne pouvait réaliser sans la guerre. Puis Hitler se rend lui-même en Autriche. Le 12 mars 1938, il franchit la frontière près de Braunau, sa ville natale. À ce moment-là, il n'a pas encore élaboré de projet pour l'avenir de l'Autriche. C'est seulement à l'arrivée d'Hitler en Autriche que la foule explose, que tous ces gens l'accueillent avec tellement de joie que lui-même n'y a certainement pas cru au début. À bord d'une voiture décapotable, il traverse plusieurs villes autrichiennes. La foule lui réserve un accueil triomphal. Au bout de 4 heures, il atteint Linz, la ville de son enfance et de son adolescence. Mich einst aus dieser Stadt heraus zur Führung des Reiches berief, dann muss sie mir damit einen Auftrag erteilt haben. Und es kann nur ein Auftrag gewesen sein, meine teure Heimat dem Deutschen Reich wiederzugeben. À Linz, cela a été une explosion de joie indescriptible. Mais avant de partir en Autriche, une chose étrange s'était produite. Hitler, qui ne voulait pas encore occuper l'Autriche, il voulait seulement imposer un gouvernement national-socialiste en Autriche, se dit alors « Toutes les nouvelles d'Angleterre et de France sont bonnes, et au fond, rien ne menace de ce côté-ci. Et puis les Russes ne peuvent rien faire non plus. Pourquoi ne tenterais-je pas l'Anschluss de l'Autriche maintenant ?» C'est alors qu'il a rassemblé toutes ses affaires et que nous avons pris la route de Vienne. Vienne, rêve de sa jeunesse, la ville haïe qui l'avait humilié. Les scènes qui se déroulent sur la Heldenplatz procurent à cet ancien sans-logis une grande satisfaction personnelle. Deutsche Männer und Frauen, in wenigen
Tagen hat sich innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft eine Umwälzung vollzogen, die wir heute wohl in ihrem Umfang sehen, deren Bedeutung aber erst spätere Geschlechter ganz ermessen werden. Ich proklamiere für dieses Land seine neue Mission. Sie entspricht dem Gebot, das einst die deutschen Siedler aus allen Gauen des Altreichs hergerufen hat. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des deutschen Raums sein. Nous savons d'ordre rattachons-nous au Reich, de grands rassemblements sont organisés. Sur les ordres d'Hitler, Heinlein pose des revendications de plus en plus précises. La propagande fait Hitler comme le sauveur des Allemands des Sudètes. Ceci ne représente pour lui qu'un moyen de parvenir à ses fins, car il nourrit d'autres desseins. C'était sa mission, celle dont il était persuadé et à laquelle il s'était préparé. Et il faut bien parler de mission, car dans ses discours, le terme de providence revenait sans cesse. Il était convaincu qu'il avait été envoyé par la Providence pour libérer le peuple allemand, pour lui donner ou pour conquérir avec lui ce qui lui revenait. D'où ce gigantesque programme d'expansion qu'il ne pouvait réaliser sans la guerre. Hitler amène la crise tchécoslovaque à son paroxysme. Ma décision est irrévocable. Dans un avenir proche, j'anéantirai la Tchécoslovaquie par une action militaire, annonce-t-il en fixant la date du 1er octobre 1938. Les puissances occidentales pressent Edouard Beneš, le président de la Tchécoslovaquie, de parvenir à des compromis avec Hitler. Les Français et les Britanniques misent sur la politique de l'appeasement, plutôt l'apaisement que la guerre. Ils veulent défendre la paix pour pouvoir gagner du temps. Mais Hitler n'a pas de temps à perdre. Ich bin Nationalsozialist und als solcher gewohnt, gegen jeden Angreifer sofort zurückzuschlagen. Herr Beneš hat diesen Sudetendeutschen keine Geschenke zu geben. Sie haben das Recht, ein eigenes Leben zu beanspruchen, genauso wie jedes andere Volk. Die Deutschen in der Tschechoslowakei sind... C'est normal. Je pense même qu'il était anormal. Son anormalité était certainement quelque chose d'exceptionnel. Et pourtant, tout ce qui est anormal dans le pays continue de sembler normal aux Allemands. Hitler rompt le traité de Versailles. Il introduit le service militaire obligatoire et forme une armée de terre de 36 divisions, une flotte suffisamment forte et une armée de l'air prête au combat. De l'étranger ne s'élèvent que de molles protestations. Hitler fait une pause. Mais au printemps 1936, il tente son second coup d'éclat. Il envoie 30 000 hommes dans la zone démilitarisée de la Rhénanie. À ce moment-là, il est évident qu'Hitler ne respecte plus le traité de Versailles. Pourtant, les puissances occidentales ne manifestent aucune réaction. Elles se contentent d'observer le déroulement des opérations.
Elles voient en Hitler un combattant de la première heure de la Russie bolchevique, mais elles perdent ainsi une bonne occasion de stopper militairement cet ange de la paix qui vient d'Allemagne. Le moment où Hitler a vraiment joué le tout pour le tout, c'était, je crois, le jour de l'occupation de la Rhénanie. Les puissances occidentales auraient pu saisir cette occasion pour le renverser. À ce moment-là, elles en avaient vraiment la possibilité. Mais il n'en fut rien. La Besetzung des Rheinlandes durch unsere Truppen war die schwerste und wagemutigste Aufgabe und Arbeit meines Lebens. Neurath, le ministre des Affaires étrangères, était le seul à dire à l'époque « Monsieur Hitler, vous pouvez tenter cela. Il ne se passera rien. » Et par la suite, j'ai souvent entendu le récit d'Hitler sur cette journée. Tous mes généraux avaient la trouille, seul Neurath, cet habile Souabe, me dit alors « Monsieur Hitler, vous pouvez tenter cela. » Sur le chemin du retour, le maître de l'Allemagne, triomphant et soulagé de l'indécision de ses adversaires après son coup d'éclat en Rhénanie, confie à ses collaborateurs « Comme je suis content. Mon Dieu, comme je suis content que tout se soit déroulé sans la moindre difficulté. Oui, le monde appartient à celui qui prend des initiatives. Dieu l'aide. » Il demande à entendre le prélude de Parsifal de Wagner. Il se met à méditer. Je fonde ma religion sur Parsifal, sans humilité aucune. Sans le corriger. Mais quand on le lit, il apparaît tout à fait évident que cet homme allait entraîner le pays dans la guerre, d'une manière ou d'une autre. Certainement Hitler était un risque-tout. Mais il avait une tactique bien au point. Nous avons vu cela à la manière dont ces négociateurs allemands ont procédé dans les Sudètes au cours de la crise de 38, peu de temps avant septembre 38. Sa tactique était la suivante. Il ne posait au début que de petites exigences. Et une fois qu'elles étaient satisfaites, il posait d'autres conditions, mais plus lourdes encore que les premières. C'était également la tactique que le parti allemand des Sudètes a utilisée dans les négociations avec le gouvernement tchécoslovaque au cours de l'année 1937-1938. Chaque fois que le gouvernement tchécoslovaque disait « Nous acceptons cette revendication », les Allemands des Sudètes renchérissaient aussitôt. Leur but était d'empêcher la réalisation de tout accord. C'était la directive de Berlin. Le discours d'Hitler provoque des troubles sanglants dans les Sudètes. Le gouvernement tchécoslovaque proclame l'état d'urgence. Alors que la guerre semble déjà inévitable, les événements prennent un cours surprenant. Chamberlain, le Premier ministre britannique, est prêt à se rendre sur le lieu souhaité par Hitler pour ouvrir des négociations avec lui. I'm going to meet the German Chancellor because the situation seems to me to be one in which discussions between him and me may have useful consequences. My policy has always been to try to ensure peace, and the Führer's ready acceptance of my suggestion encourages me to hope that my visit to him will not be without result. À 69 ans, il prend pour la première fois l'avion et s'envole vers l'Allemagne. Après un voyage qui dure 7 heures, il arrive enfin sur le mont Obersalzberg. D'emblée, Hitler exige les Sudètes, en se réclamant du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 300 Allemands des Sudètes ont été tués, prétend Hitler. Il faut régler cela au plus vite. De parvenir à des compromis avec Hitler. Les Français et les Britanniques misent sur la politique de l'appeasement, plutôt l'apaisement que la guerre. Ils veulent défendre la paix pour pouvoir gagner du temps.
Mais Hitler n'a pas de temps à perdre. Ich bin Nationalsozialist und als solcher gewohnt, gegen jeden Angreifer sofort zurückzuschlagen. Herr Benesch hat diesen Sudetendeutschen keine Geschenke zu geben. Sie haben das Recht, ein eigenes Leben zu beanspruchen, genauso wie jedes andere Volk. Die Deutschen in der Tschechoslowakei sind weder wehrlos noch sind sie verlassen. Das wollen wir. Je ne veux imposer à personne de lire Mein Kampf, car ce livre est si mal écrit que toute personne qui connaît un peu la grammaire et la littérature allemande souffre terriblement en lisant ce livre. Je suis fermement convaincu qu'il l'a écrit d'une traite sans le corriger. Mais quand on le lit, il apparaît tout à fait évident que cet homme allait entraîner le pays dans la guerre, d'une manière ou d'une autre. Certainement Hitler était un risque-tout. Mais il avait une tactique bien au point. Nous avons vu cela à la manière dont ces négociateurs allemands ont procédé dans les Sudètes au cours de la crise de 38, peu de temps avant septembre 38. Sa tactique était la suivante. Il ne posait au début que de petites exigences. Et une fois qu'elles étaient satisfaites, il posait d'autres conditions, mais plus lourdes encore que les premières. C'était également la tactique que le parti allemand des Sudètes a utilisée dans les négociations avec le gouvernement tchécoslovaque au cours de l'année 1937-1938. Chaque fois que le gouvernement tchécoslovaque disait « Nous acceptons cette revendication », les Allemands des Sudètes renchérissaient aussitôt. Leur but était d'empêcher la réalisation de tout accord. C'était la directive de Berlin. Le discours d'Hitler provoque des troubles sanglants dans les Sudètes. Le gouvernement tchécoslovaque proclame l'état d'urgence. Alors que la guerre semble déjà inévitable, les événements prennent un cours surprenant. Chamberlain, le premier